Yo, c'est Joker, Joker avec Big Daddy Joke pour Appelite. On a fait les interviews, les non-dits. J'ai tellement jacté que mes lèvres sont gercées. C'est-à-dire, moi, j'ouvre la porte. Je suis en caleçon. J'ouvre la porte, je vois des policiers. Un mec, il les fait faire la serrure. Une dame qui me dit, mais vous n'avez pas honte de m'ouvrir la porte comme ça? Je la regarde, je dis, oh, mais on est où là? Et je la regarde, je dis, on est où là? Mais il y avait tellement un délire que, poto, j'ai pas d'oseille. C'est-à-dire, je vais mettre les chaussures que Dayton n'y met plus. On vivait dans ce truc. C'était en mode, j'avais la plus grande star du rap français à l'époque qui venait de gagner une victoire de la musique, assise dans mon salon. Et le lendemain, on vient me dire, ouais, non, en fait, on va vous sortir d'ici. La personne que ça a le plus affecté, c'est ma mère. Ça veut dire, elle est sur les réseaux sociaux, elle voit ce qui se passe. Ouais, Davidson, c'est un fils de pute. Joker, c'est un fils de pute. C'est à cause d'eux que la MZ, ça se sépare. Il y en a un qui fait une vidéo où il insulte Davidson. Elle le voit. Or que ce même mec-là, il y a quelques mois de ça, il mangeait sa nourriture dans son salon. C'est-à-dire, je me retrouve tout seul avec un bébé qui pleure à côté. Et mon fils qui est là devant moi. Tu connais qu'ils viennent de sortir, ils sont tous fripés et tout. Je commence à prendre des photos. Et au début, c'est pas stylé un bébé au début. C'est-à-dire, je commence à prendre des photos. Je me dis, mais non. Tout à l'heure, on parlait des princes. Le jour où on a fait les princes, vu que c'était chez moi, ils parlent des astres avec Nekfeu. Je les regarde, je dis, oh. Je dis à Nekfeu, t'es sûr? C'est que lui, là. T'as mal choisi, hein. Vous êtes là jusqu'à demain. Il me dit non, t'inquiète. Tourne des scènes, je reviens. 30 minutes après, les deux sont encore en train de parler. Joker, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Un petit moment qu'on s'est pas vu en vrai, en interview. Hein. C'est grave, ça fait quoi, plus d'1 an là? Ouais, puis peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Là, on te voit pour ton nouvel album. Hein. Ouais. La 6ème République, depuis notre dernière escapade dans le sud. Ah ouais, il s'en est passé des choses. Hein. Ah merde, Joker, tu vas revenir dessus. Non, 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 c'est appartient au passé, tranquille. Les 100 off, les 100 off. Oh, c'était plutôt cool. Ouais, la 6ème République, dans un nouveau mood, dans un nouvel état d'esprit aussi. Beaucoup de choses qui se sont passées. Ouais, énormément. C'est vrai que t'es le deuxième invité de notre concept Les Non-Dits. L'idée, c'est pas forcément de parler d'artistique avec toi ou de l'artiste, c'est plus parler de la personne. Tu nous as livré des anecdotes dont on va parler qui reviennent un peu sur ta vie privée, sur ta carrière aussi. Donc on va en parler. Je suppose que tu as fait une belle promotion, tu parles de musique ailleurs, donc c'est cool. Tu parles de mix. Ouais, exact, de mix aussi. De mix de mastering. De mastering, de voix, d'ambiance, ok. Donc en tout cas, on va lister des anecdotes avec toi qui vont sûrement, je pense, intéresser ta fanbase. Des choses sur lesquelles tu n'as pas pu ou voulu revenir avant. Tu nous as livré quelques anecdotes. Faut préciser qu'on a les anecdotes principales, mais on n'a pas forcément les détails, des histoires, etc., etc. Donc, tu vas nous en parler. Okay. On commence en 2016. À l'époque, tu évoluais encore avec ton groupe, la MZ. Vous avez fait un clip qui s'appelle Les Princes, en featuring avec Nekfeu. Et le lendemain du tournage de ce clip-là, des huissiers de justice sont venus chez toi. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, moi, j'ai grandi à Cité Chevaleret, bâtiment 5. C'est le fief du rap dans le quartier. C'était le salon de chez ma maman. Ce qui fait que tous les clips et que dans le groupe, j'étais le seul qui habitait à la Cité. Ça veut dire que tous les rassemblements, quand on devait se rassembler pour aller en tournée, quand on devait faire des clips à la Cité, par exemple, les réalisateurs, les équipes de tournage, quand ils devaient poser leurs affaires, ils les posaient chez moi. Et le jour où on a fait Les Princes, bah, c'était comme c'était à la Cité Chevaleret et que j'étais le seul qui habite dans la Cité. Tout le matos était chez moi, c'est-à-dire, comme il faisait froid, il y avait l'équipe TBMA et que c'est TBMA qu'on fait le clip. Entre chaque prise, on se posait... Il y en a qui se posaient dans mon hall, dans les escaliers, et Nekfeu se posait à l'intérieur, chez ma mère et tout. On tourne le clip, sans savoir le succès que le son aura, enfin, on savait pas à l'époque. Et MZ, on commençait un peu à se faire connaître dans la France, etc. Mais il s'avère qu'à l'époque, c'était dur. À cette époque-là, c'est l'une des périodes les plus dures de ma vie, parce que les gens, ils te connaissent un peu, tu commences un peu à tourner dans la France, etc. Mais t'as pas encore récolté les fruits de ton travail. On tourne le clip, on a tout misé dessus. Le lendemain, je suis avec mon petit frère. Dan, ça sonne à la porte. Ça doit être 8h, entre 8h et 10h. Oh, lui, on est dans la chambre, caleçon sale, gueule sale. Ça tape, bah. Mon petit ref, tu connais, t'envoies toujours le petit, on va voir c'est qui. Il revient,
On me dit, gros, je crois, c'est les huissiers. Il ouvre pas la porte. C'est-à-dire, moi, j'ouvre la porte. Je suis en caleçon. J'ouvre la porte, je vois des policiers. Un mec, il les fait faire la serrure. Une dame qui me dit, mais vous n'avez pas honte de m'ouvrir la porte comme ça? Je la regarde, je dis, oh, mais on est où là? Et je la regarde, je dis, on est où là? Elle est avec un policier. Il me parle pas, il me répond pas, il rentre. Je dis, wow, c'est quoi le délire? Elle-même, elle rentre chez WAM. Chez moi, à cette époque, il y avait une télé, des fauteuils, une table à manger. Il n'y a rien à saisir dans cette maison. Elle fait le tour de la maison, carrément, on va voir un vélo. Elle dit ça. J'ai dit, prenez le vélo. Elle fait le tour, elle se rend compte qu'il n'y a rien à prendre, en fait. Et je lui dis quoi? Je suis avec mon petit frère, je vois mon petit frère, il a envie de pleurer. Et je lui dis quoi à la dame? Je lui dis, de toute façon, tu connais la fierté des mecs de Tcheka. Dans une semaine, je vous paye vos trucs, là. C'était un bail de ma mère, elle avait des qui sont accumulés, ça tourne autour de 15 000 euros. Moi-même, une somme à l'époque, à cette époque-là, 15 000 euros, ça me faisait peur. Ouais. Je lui dis, demain, je vous ramène l'oseille. J'avais rien du tout. C'est pas une semaine après, nous, on faisait de la musique, mais c'était les débuts du stream. Il y a Sony, à l'époque, on était chez Arista, qui envoie un mail à Davidson. Ils leur disent, ouais, vous avez récolté tant en bénéfices. Genre, c'était assez pour mettre tout le monde bien. Et pour payer... En gros, moi, mon premier gros cachet que j'ai reçu dans la musique avec mes frères, on a dû mettre dans... pour pas qu'on se fasse virer de chez nous. Et c'était le lendemain du tournage du clip Les Princes. C'est-à-dire que moi, c'était en mode, j'avais la plus grande star du rap français à l'époque, qui venait de gagner une victoire de la musique, assise dans mon salon, tu vois. Et le lendemain, on vient me dire, ouais, non, en fait, on va vous sortir d'ici, vous, tu vois. Et une semaine après, je sais pas, c'est Dieu, je sais pas, c'est le destin. On réussit à sortir de ce bourbier. Voilà. Comme quoi, c'est des choses qu'on entend rarement, mais c'est vrai que tu peux être un artiste, comme tu dis, exposé médiatiquement. On peut te voir à la télé, on peut te voir sur Internet, ça commence à faire des millions de vues avec ton groupe, etc. Mais en soi, tu peux vivre dans une certaine précarité. C'est des choses qu'on entend peu venant des artistes, en fait. Parce qu'il y a une certaine pudeur. J'en ai rarement parlé de ça. Parce qu'il y a une certaine pudeur. Il y a un truc surtout quand tu es un artiste. Moi, j'ai toujours cru et j'ai toujours su que ça allait le faire. C'est pour ça qu'on misait tout dans la musique. Moi, je me souviens, quand on était plus jeune, je travaillais. Mon salaire, c'était quoi? C'était, vas-y, on met la moitié pour la maison et pour essayer de rattraper les dettes en général. Et l'autre, ça va tout dans le studio. C'est-à-dire, je fais quoi? Je m'habille, je mets les sables de mon grand frère. Genre, même il a une pointure. T'as vu ça, des choses plus grandes que moi. Je mettais ses chaussures. Il chose plus grand que moi. Mais il y avait tellement un délire que, poto, j'ai pas d'oseille. C'est-à-dire, je vais mettre les chaussures que Dayton n'y met plus. On vivait dans ce truc. Mais j'y croyais. Je savais qu'un jour, j'allais avoir moi-même mes propres trucs. Mon petit frère allait avoir ses propres trucs. Davidson allait avoir ses propres trucs. C'est pour ça que souvent, je rencontre des jeunes artistes en développement. Ils me disent, ouais, t'as un conseil à me donner? J'ai pas de conseil à te donner. Mais la seule chose que je peux dire, c'est de croire. Parce que j'y ai cru. Et je pense être la personne, dans toute l'entité dans laquelle on était, qui y croyait le plus. Tu vois? Et je sais que j'étais la personne qui y croyait le plus. En tout le monde. Y compris en moi en premier. Et quand je vois ce qui m'est arrivé après par la suite, des fois je me dis c'est pas un hasard. Souvent j'entendais des gens, moi, avant me dire ouais, le truc c'est de croire en soi, c'est de croire, d'y croire. Et sans franchement porter attention à ce genre de message, j'y croyais vraiment à ce que je disais. Par exemple, on serait croisés au collège, je me disais ouais, tu vas faire quoi plus tard? Je t'aurais dit ouais, je vais être rappeur. Je me souviens, moi au lycée, je disais je vais être rappeur. Je foutais la merde. Je m'en balais que moi, je vais devenir rappeur. Proviseur, il rentre dans la classe devant tout le monde. Ouais, il y en a, ils se prennent pour Joey Star. Mais ils savent pas que, je te jure, mot pour mot, hein, ils savent pas que des Joey Star, il y en a 1 sur 100. Tout le monde dans la classe me regarde comme ça. La honte. C'est-à-dire, même moi, je suis là, je suis au lycée, je le dis, mais je sais pas. Mais j'y crois tellement que je sais. Je regarde les gens en mode quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je veux devenir rappeur, qu'est-ce qu'il y a? Et aujourd'hui, je suis là. À l'époque de la MZ, par exemple, on va dire, il y a studio de 13h à 20h. Tu peux demander à Thomas André, qui est encore mon ingé son. Je suis là, midi et demi, on mange. On fait le son. Les autres nous rejoignent. Après, je dis pas que j'étais là tous les jours en premier, etc., tu vois. Mais en général, c'est comme ça. Ça, c'est les parties enregistrement. La partie mix, je suis là avec lui tous les jours. Tu vois.
Je me souviens même mes différents amis que j'avais à l'extérieur de la musique, etc. Si tu veux me voir, c'est au studio, tu vois. Même des fois, j'avais des rencarts avec des copines. On se voit au studio déjà. Et après, on truc. Mais parce que c'était mon... Moi, je parle que de musique, je vis que musique. Et je parle pas d'autre chose. Je parle pas d'autre chose. Basket. Sinon, moi, c'est ma vie, c'est basket, musique. Tout ce qu'il y a autour, c'est... les travers qu'il y a autour, comment dire, les tentations autour, etc. C'est des trucs qui passent. Je suis un mec qui succombe beaucoup aux tentations, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui passe en second plan dans ma vie. Ouais, c'est secondaire, en fait. Ouais. Et justement, tu nous parlais d'amis il y a 2 minutes. Ça peut nous trouver une transition pour la deuxième anecdote. Tu nous parlais du fait que tu as eu le paludisme avec Chiche, qui est un ami à toi et qui est aussi un rappeur. C'était après le clip La Squale. Ouais. Et par rapport à ce séjour en hôpital malgré toi, tu as vu qui était un peu qui au quartier. On peut rebondir aussi sur une phase de cet album. Quand tu dis la musique vient de la cité, enfin c'est le titre du morceau, tu dis la pauvreté rend aigri, les gens aigris deviennent jaloux. Est-ce que tu peux nous parler de cette situation-là? En fait, il y a eu le palu et il y a le palu. Chiche, il a eu le palu. Moi, j'ai eu un palu avec des complications de ouf. Je fais 3 jours en réanimation dans un immeuble où j'étais dans une chambre juste à côté de l'ascenseur. Je voyais que des familles pleurer parce qu'ils perdent des membres de leur famille. Je suis là, je suis dans le lit, j'arrive pas à bouger. Même les doigts, j'arrive pas à les bouger, les doigts. Et je me dis, wesh, qu'est-ce que je fais dans ce bâtiment? Les aides-soignantes, les infirmières, qui étaient super bienveillantes à mon égard, elles faisaient sans, et je comprenais un peu. Elles faisaient essayer de faire comprendre à ma mère que là, c'est chaud, là. Votre enfant, là. C'est là où tu te rends compte qui vient, qui est là pour de vrai, tu vois. Parce que même aujourd'hui, des fois, quand... Moi, c'est des trucs, vas-y, on est là, on est en vie. Des fois, ma mère, elle m'en parle parce qu'elle travaille dans le milieu hospitalier. Des fois, elle me dit, gros, t'es passé à côté de la mort. Et à la même période, quand j'étais à l'hôpital, je voyais vraiment les gens qui m'aimaient vraiment, en fait. Des gens qui venaient, qui restaient à côté de moi toute la journée. On sait ce que c'est qu'un hôpital. Il n'y a rien de plus triste qu'un hôpital. Mais les membres de la famille qui viennent te voir, les gens qui ne peuvent pas forcément te voir, mais qui t'envoient des messages. Et des messages des soutiens de mecs de mon quartier, j'en ai très peu. Ça, c'était, excuse-moi de t'entendre, Joker, ça c'était avant ou après la séparation avec la MZ? Après la séparation. Après la séparation quelques mois après. Donc donc toi aussi à ce moment-là, justement pourquoi je voulais préciser sur ça, c'est que t'es dans un état mental où t'es pas forcément, je dirais pas pleinement confiant, mais tu sors déjà d'un épisode particulier. Un épisode dur déjà. Ouais, tu sors déjà d'un épisode particulier, et il y a ça qui t'arrive aussi. Ouais. Donc est-ce que ça te fait pas prendre conscience, est-ce que ça fait pas un mix entre la séparation plus le fait que les gens du quartier viennent pas? Ça te fait peut-être un tri autour de toi, je sais pas. Ça fait une sélection naturelle, en fait. Mais après, il y a des mecs même avec qui, après, je vais pas te mentir, il y a des mecs même avec qui, des mecs à qui je parlais plus. Un en question qui m'a envoyé un message. Il y a une seule personne qui m'a envoyé un message. La seule personne qui m'a envoyé un message, c'est une personne avec qui je parlais plus. Pour me dire, ouais, gros, j'espère que ça va, tu vois. Et il y en a et 2 mecs du quartier qui sont passés me voir. Sinon, c'était dur. C'était dur. C'est là où tu te rends compte que t'es seul, en fait. Il y a ta mère, tes frères. Et la famille, quoi, les cousins, les cousines, et encore, tu vois. Ça montre vraiment qui est qui. Je vais arrêter de me prendre la tête, moi, dès que je peux faire profiter quelqu'un ou quoi, à faire profiter n'importe qui. C'est à partir de là où tu commences à te renfermer sur toi-même. Mais pour de bonnes raisons, en fait. Parce que tu te rends compte que tu m'aimes pas, toi, en fait. Tu es là que quand c'est cool. On a grandi ensemble. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui grandissent avec toi par intérêt, en fait. Parce que, on va pas se mentir, j'avais quand même, avec Davidson, un certain poids dans le quartier, que ce soit artistique, tu vois. Et tu te rends compte qu'en fait, les gens, c'est des suceurs, tout simplement. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de suceurs autour de toi et que quand ils savent qu'ils ne peuvent plus, qu'ils ne vont plus profiter, quand ils pensent qu'ils ne peuvent plus profiter de ce qui tourne autour de toi, bah, ils te montrent leur vrai visage. Et leur vrai visage, c'est qu'il n'y a pas de face, en fait. Quand tu dis, t'as arrêté de faire profiter un peu les gens qui étaient un peu autour de toi, etc. Est-ce que tu penses que tu étais, entre guillemets, bien sûr, un peu naïf avant ou un peu trop... J'étais super naïf. J'étais super naïf dans le sens où... humain, surtout. Humain plus que naïf. Parce que, comme je dis tout à l'heure, la musique, c'est quelque chose que je me suis donné à fond dedans.
Tout à l'heure, je disais que j'étais le seul qui habitait je suis le seul qui habite à la cité avec ma mère. C'est-à-dire que même ma mère, elle était impliquée dedans. Tout à l'heure, j'en parlais. La personne à qui la séparation, ça fait plus de mal, et ça, je l'ai jamais parlé, c'est ma mère. Parce que des fois, je vois des gens sur Internet, ouais, non, la MZ, remettez-vous ensemble, ou des conneries comme ça. La personne que ça a le plus affecté, c'est ma mère. Pourquoi? Parce que dès le début, dès notre premier concert à l'Armée du Salut, jusqu'au dernier concert au Bataclan, elle était là, tu vois. Quand il y avait des réunions, les premières réunions du groupe, c'est elle qui était là, tu vois. Elle est là, elle est au salon, elle fait à manger, elle donne à manger à tout le monde. C'est l'entité du collectif en général, de The Collectif, la dictature. C'est ma mère, elle considérait tout le monde comme ses enfants. Il y en a qui dormaient chez moi même pendant que j'étais pas là. Tu vois? Et après, du jour au lendemain, le groupe, il se sépare. Ça veut faire croire que c'est de la faute de Davidson ou moi. Et ma mère, elle est sur Internet. Tu sais, elle est aide-soignante. Elle bosse avec des jeunes. Elles sont des femmes qui sont plus jeunes que moi. Ça veut dire, elle est sur les réseaux sociaux. Elle voit ce qui se passe. Ouais, Davidson, c'est un fils de pute. Joker, c'est un fils de pute. C'est à cause d'eux que la MZ, ça se sépare. Il y en a un qui fait une vidéo où il insulte Davidson. Elle le voit. Or que ce même mec-là, il y a quelques mois de ça, il mangeait sa nourriture dans son salon. Tu vois? Elle sait comment ses enfants, ils se sont donnés pour que ce groupe, il explose dans toute la France. Elle le voyait. Tu vois? C'est la personne qui le voyait le plus. Elle voyait comment ses enfants, ils bossaient pour ce groupe, et elle voit des jeunes qui tournent autour de ses enfants. Ça veut dire, elle se dit, vas-y, c'est aussi mes enfants. Mais après, genre, quelques mois après, vous voulez cracher sur mes enfants? Tu vois? Moi, chez eux, j'étais pas comme ils étaient chez moi. Tu vois? Et moi, je me serais même par rapport même aux gens qu'on a en commun, par rapport même à la famille, quoi, il y a des choses que j'aurais pas laissé planer ce doute. Tu vois? Parce qu'après, quand tu retournes avec des mecs avec qui tu as grandi, qui sont, tout à l'heure, on parlait de l'hôpital, qui sont pas venus me voir, ouais, mais, ouais, mais du fait que les gens, ils ont cru, parce que dans le quartier, ça parle. Parce que je suis toujours au quartier. Les rumeurs ont fait que ça a peut-être altéré ton image vis-à-vis des gens, c'est ça? T'as capté? Oui, et c'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, mais tant mieux, parce que sinon, il aurait trop pété. T'entends ce genre de truc? Ah, il y a eu des phrases comme ça. Il y a eu des phrases comme ça, de mecs avec qui je rappais tous les jours. C'est-à-dire, des fois, je parle de trucs, la personne que ça a le plus affecté, c'est ma mère. On voit elle a vu des mecs que ses enfants ont aidés, parce que c'était de l'aide. Davidson, ce qu'il a apporté, c'est de l'aide au quartier. Ma mère, elle voit ça, on rentre, c'est une aventure. On vit tous une aventure, tous ensemble. Maintenant, l'aventure, elle se sépare. Vous voulez cracher sur mes enfants? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Quand ta mère, elle voit justement cette séparation, toi et ton frère, comment est-ce que vous lui expliquez les choses? Comment vous communiquez là-dessus? Sachant que je pense qu'elle est plus peut-être dans l'émotion que vous, dans le sens où vous aviez peut-être déjà vu le truc venir. Comment ça se passe? Nous, on le voyait. Moi, franchement, je vais dire la vérité, le truc, je le sentais venir. Tout le monde le sentait venir. Parce que tu t'aperçois qu'il y a des comportements qui changent, etc. Et c'est de tous les partis. Hein. Tu te rends compte que les comportements, ils commencent à changer, etc. Et qu'à la base, ce n'est que de la jalousie. Tout à l'heure, je disais que j'étais un mec qui me donnait vraiment à cœur dans le truc. Et les gens de l'extérieur, ils s'en rendaient compte. Tu vois, les gens avec qui on bossait, les gens dans le milieu de la musique. Ce qui fait que moi, par exemple, en 2017, j'ai sorti pas énormément de featuring. Mais tous les featuring qui sont sortis en 2017, c'est des morceaux que j'ai enregistrés à l'époque où j'étais en groupe, tu vois. C'est-à-dire que même les gens, ils se disaient, bah attends, la sélection était naturelle dans le groupe, il n'y avait pas de leader. Mais c'est toi qu'on sollicitait plus pour des featuring extérieurs. Mais pourquoi? Parce que j'étais impliqué à 200% dans la MZ. Tu vois? Par exemple, quand on dit demain, on doit faire un album de la MZ, moi, sur 17 morceaux, je te ramène 11. Tu regardes l'album La Dictature, je sais pas s'il y a un track listing, je vais dire tous les morceaux. Et les morceaux, on les bosse pas ensemble. Les morceaux, on les bosse pas ensemble. Quand tu dis tu les ramènes, les morceaux, c'est-à-dire que tu as choisi la prod, le thème, tu vas dire poser tes couplets. J'ai choisi la prod, le refrain, le thème, j'ai posé mon couplet, et chacun pose ses couplets. Et c'est comme eux, par exemple, s'il y en a un, deux qui ramènent 2 morceaux dans l'album, ils ramènent la prod, le truc, et moi, je vais même pas discuter. A ou B, non, j'aime pas trop le truc. Ah, tu crois au morceau? Vas-y, je vais le faire. Et moi-même, j'ai dû imposer, par exemple, le délire MZ. Tu vois? Le délire où ça parle de meufs. Au début, les mecs, ils étaient pas corda. Le délire où ça parle de drogue. Les mecs, ils étaient pas corda. Le délire où ça fait des chansons d'amour. Les mecs, ils étaient pas corda. C'est-à-dire que moi, j'étais obligé d'imposer un délire. Les gars, non, les gars, venez, on se différencie des autres. Venez, on se différencie. Et c'est quand, au début, c'était dur, hein. Ça commençait à dire non, ils veulent nous faire des trucs et tout. Mais après, quand on sort de la cité, tu vois, on sort du Tiekar, et tu te rends compte que les gens, ils se rendent compte que le public, c'est ça. Ah, non, il y a un nouveau groupe, il est frais. Regardez, Nana. Ah, d'un coup, j'ai imposé mon délire dans le groupe. C'est-à-dire que d'un coup, c'était beaucoup plus facile d'imposer les chansons avec le temps, tu vois. Et c'est ce qui a créé aussi... Des fois, moi, je suis là, je suis posé en marche dans la rue, les gens, ils m'appellent MZ.
Or qu'on est tous ensemble. Ils pensent que c'est que moi. Or que c'est même pas fait exprès à la base. C'est juste que j'ai mis trop d'implication dans le truc. J'en ai peut-être trop mis. En fait, tu penses, Joker, qu'il y a eu une succession d'éléments qui ont fait qu'il y a peut-être je sais pas si le mot se dit, de l'aigreur ou de l'aigritude, de l'aigreur qui s'est créée. Qui s'est créé, c'est ça. Qui s'est créé ça, ouais. Indépendamment de ta volonté. Que vous avez pas su, entre guillemets, ou plus, je sais pas quel est le bon terme. Il y a eu peut-être un manque de communication. C'est ça. Il y a eu un manque de communication. À un moment, il y a eu un manque de communication à un moment donné. Je vais pas dire, il y a des choses que je pourrais dire, mais ça pourrait nuire à certaines personnes. De vous trois ou de vous quatre, ça que tu veux dire par là? Tous. Ouais. Ça pourrait nuire à certaines personnes, mais entre nous, on sait ce qui s'est réellement passé. J'en sors tout blanc. J'en sors blanc comme neige. Mais avec tous les mecs avec qui je suis aujourd'hui, que ce soit de tous les grands qui étaient au-dessus du groupe, que ce soit Davidson, Isma, Chiche, tu vois, j'ai toujours la même équipe. Il y a des choses qui se sont passées, qui sont moins pardonnables que d'autres, et j'en sors tout blanc. On en sort tout blanc. Tu vois, c'est-à-dire, il y a même pas c'est pour ça que j'ai même pas de regrets et que j'ai pas envie. J'en veux plus de ça. Avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, hein. Mais je veux plus de faux semblants, de fausses énergies. C'est un discours que j'aurais pu avoir, dès la séparation du groupe, mais j'avais quand même approuvé. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où en 3 ans, j'ai fait ce que le groupe n'a pas fait en 10 ans, tu vois. Et c'est pas parce que c'est Joker de la MZ, non. La plupart des gens qui m'écoutent aujourd'hui, ils savent pas que je faisais partie d'un groupe qui faisait de la MZ. On va passer à la 3e anecdote maintenant. Qui arrive en 2018, il me semble. C'est la réconciliation avec ton père. Faut savoir que t'as pas grandi avec ton père, que tu t'es réconcilié avec lui un peu plus tard, enfin beaucoup plus tard même. C'est un peu Davidson qui a joué le rôle de père dans votre foyer. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment il est parti de chez vous et quand est-ce que vous l'avez revu et dans quelles conditions? Quand je dis vous, c'est toi et ton frère. Il est parti, j'étais au collège, la fin du collège. Genre le jour où il est parti, c'est de mes 15 ans jusqu'à mes... Waouh. Jusqu'à mes 27 ans. J'avais plus de nouvelles de lui. Et pourtant, il habite à Paris, tu vois. Mais j'avais pas de nouvelles de lui. La séparation, c'est quelque chose qui m'avait marqué, moi, quand même. Parce que j'ai vu comment ça a impacté ma maman, surtout à la maison. C'est là où tout... Je dis pas qu'avant, on était bien. C'était la haine aussi, quand même. Mais c'est vraiment là que tout s'est accumulé, les dettes de ma mère et tout, etc. C'est à cette période. Un jour, j'allais avoir un bébé qui allait naître. Ma mère, elle dit à Davidson, ouais, il serait temps que vous fassiez la paix avec votre père, parce que on peut pas continuer à faire semblant, en gros. Surtout avec, dans notre famille, ce qu'on a vécu tout à l'heure, on parlait de séparation. Il y a vraiment des gens qui méritent quand même on a assez fait profiter les gens autour de nous. Venez, on retourne à la base. Et la base, c'est quoi? C'est le sang. Excuse-moi de t'interrompre, Joker. C'est-à-dire que toi, est-ce que ton père, tu lui en voulais toutes ces années, le fait qu'il ait pas été présent, tu lui en voulais? Si, quand même. Je lui en ai voulu dans le sens où il y a des gens qui ont grandi sans papa, mais leur papa, il leur donnait des nouvelles, tu vois. Il y en a qui ont grandi sans papa, leur papa, il leur achetait des PlayStation, tu vois. Même s'ils sont pas là, tu vois. Des petits gestes, quoi. Moi, c'était le néant. C'était en mode, ouais, carrément, je voyais des gens, ils me disaient, ouais, j'ai croisé ton daron. Alors que moi, ça faisait 10 ans que je l'ai pas vu. Ah ouais. Je demandais aux gens, il ressemble à quoi maintenant? Il devient quoi? Il est comment? C'était un peu dans le même quartier qu'il habitait? À côté du 13, moi, 13e, et lui, il habitait vers Port-des-Lilas. Ok, plus dans le nord. Plus dans le nord, ouais. Ça m'a affecté, mais comme ma mère aussi, elle était aussi choc aussi. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment grandi avec le manque, j'ai pas de papa, je vais un truc. Non, c'était... Il y avait Davidson aussi. Il y avait Davidson, ouais. Il y avait Davidson qui a usé, lui, depuis qu'on est petit, on a été éduqués comme ça. C'est le grand frère qui fait l'éducation du plus petit et ainsi de suite. Ça m'a plus ému de renouer les liens avec lui. Et comment ça s'est passé, justement, ça? On est parti chez lui avec Davidson, Dan et moi, mon petit frère. Mon petit frère, lui, par contre, il a pas connu. J'ai un petit frère qui le connaît pas. Pourtant, ils se ressemblent les deux de ouf. Et on est parti chez lui, on a discuté. C'était un peu gênant, un peu.
C'était un peu gênant, mais c'était lourd. Il s'est excusé plus il s'est excusé auprès de nous, mais plus auprès du plus petit, tu vois. Et depuis, ben, on est en contact de ouf. Depuis, on est en contact. Ben, je voulais aussi lui faire partager la musique, parce que c'est un mec qui m'a beaucoup influencé musicalement quand j'étais petit. Et quand on a renoué les liens, ben, il venait au studio, lui essayer on essaie de rattraper le temps perdu. On parle de son, il m'envoie des trucs à sampler, des trucs, ouais. On essaie de rattraper le temps perdu. Mais on n'a pas vraiment on essaie de pas avoir de regrets, c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est quand même quelqu'un aussi qui avait mon père, il a déjà eu des enfants avant nous. Le premier enfant qu'il a eu, il avait 14 ans. J'ai quand même j'ai de la famille un peu, et vas-y, on n'est pas les seuls, quoi, tu vois. Donc, vas-y, tranquille. C'est ça qui fait que tranquille, en fait. Mais ça veut dire que, comme quoi, là, par exemple, Joker, si je te suis bien, t'as réussi à pardonner et à passer outre. Oui, parce que c'est mon père. Ouais. Parce que c'est mon père et que lui-même, il a grandi il vient du village, mon père, il vient de Beaunois. C'est une ville à côté d'Abidjan. Quand lui, il me raconte même sa vie, lui, il a grandi qu'avec des filles, il avait que des sœurs. Et un jour, son père, il a mis à la porte ma grand-mère et il avait plusieurs femmes. Il a mis à la porte ma grand-mère et mon frère et ses sœurs, quoi. Et lui, en mode, c'est un mec qui s'est débrouillé tout seul qui s'est débrouillé tout seul toute sa vie. Même ma mère, des fois, quand elle me parle de lui, elle me dit, il avait votre père à 15 ans, à Abidjan, il était déjà propriétaire. Enfin, il avait déjà son appartement, il payait déjà un loyer. Tu vois, c'est un mec qui dort pas. Et tu vois, comment il est, Davidson, il est pareil. Dans le truc d'entreprendre, vas-y, d'avoir un objectif et on va y aller vers cet objectif. Mon père, il est comme ça. Ça veut dire, il a peut-être pas grandi avec, tu vois, l'amour de deux parents qui a un enfant. Lui, c'était plus un enfant qui a appris la vie tout seul. Et je pense que lui, il s'est dit, ben, mes enfants, c'est ça. Moi, je me souviens, étant plus petit, je disais, papa, papa, est-ce qu'on peut aller un truc tout con à la foire du trône? Je dis pas que c'est un père qui était absent, etc. Des fois, on faisait des petites sorties, McDonald's. Enfin, mais il y a une phrase que je me rappelle qui me disait tout le temps, c'est arrête de me demander des trucs. Quand tu vas grandir, tu vas voir. Avec Davidson, mais un coup, on rigolait, mais c'est quoi? Il dit quand tu vas grandir, tu vas voir. À chaque fois, il nous disait ça. Quand tu vas grandir, tu vas voir. Un jour, il nous a dit, des fois, il est là, il parle. Il dit, moi, un jour, j'étais petit, mon père, il m'a dit, quand tu vas grandir, tu vas voir. J'ai grandi, j'ai vu. C'est-à-dire, c'était mystérieux un peu, mais de quoi il parle? Et maintenant, des fois, cette phrase, elle est dans ma tête. Et maintenant que j'ai grandi, je vois de ce qu'il veut dire. Quand tu vas grandir, tu vas voir. Je vois. Il a vécu chez moi pendant de longs mois. En 2019, il a vécu chez moi pendant de longs mois et c'était lourd. C'était lourd. Ça m'a rappelé certains trucs. On a vécu ensemble pendant longtemps. Enfin, pendant presque 4-6 mois. Entre 4 et 6 mois. Et ça me rappelait des caractéristiques qui étaient bien précises à lui. Genre, c'est un mec archi-maniaque. Il n'y a rien qui te dépasse. Genre, mon appartement, il a jamais été aussi bien quand il était là. Ah ouais, quand il était là, c'était un délire. Genre, waouh, c'est un cuisinier de ouf. C'est un mec qui dort tôt, il se réveille tôt. Or qu'à la base, c'est un mec de la nuit. Avant Abidjan, il louait des salles de fête de toutes les villes de Côte d'Ivoire par week-end. Et il mixait du jerk avec des chansons ivoiriennes. Et il faisait son billet comme ça. Mais ici, moi, des souvenirs que j'avais quand j'étais petit et quand on a repris contact, c'est un mec qui dort archi tôt, il se réveille, 4h, 5h du matin, il va travailler. Il rentre, il mange, il regarde les informations. C'est-à-dire même le film, s'il n'y a pas du foot ou de la boxe à la télé, il ne regarde pas. Les films et tout, c'est pas un mec Lui, c'est le foot, la boxe. S'il n'y a pas ça à la télé, allez, je vais dodo. Et il n'avait pas changé par rapport à ça. Et je mets mes habits à la machine, il les repasse. C'est un mec, rien ne doit dépasser. Moi, ça va être en plus petit, il y a une odeur.
tu rentres du basket, tu sens un peu, tu te manges une baffe. Tu t'es levé le matin, tu t'es pas brossé les dents, tu lui as parlé, quoi? Et vas-y, tous ces petits trucs-là, il a pas changé par rapport à ça et ça me rappelait des souvenirs. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. On va passer à l'anecdote suivante, justement, qui est un peu liée. C'est la naissance de ton fils. Ouais. Bébé Davidson. 2018, c'est ça? Fin 2018? Ouais, fin 2018. C'est ça? Exactement. C'est vrai que d'ailleurs, tu parlais un peu de ça dans La guerre ça coûte cher, dans l'album. Jacques Chirac. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure ça a une influence sur ta vie privée, sur ta vie d'artiste? Ça a une influence dans ma vie privée où ben ça m'a d'un coup je suis devenu plus sérieux que je l'étais avant quand même, dans le sens où là moi je vis seul, quand je suis tout seul avec lui, on est tout seul, on est livré à nous-mêmes. C'est un petit, il m'aime trop, je l'aime trop, ça veut dire on peut être lui et moi dans la même pièce, il va vouloir rester ici à côté de moi. Quand je l'ai, il n'y a pas de pause cigarette. Alors, le bédo t'oublie. Parce que tu peux... C'est des trucs, vas-y, j'ai pas envie que ça déteine sur lui ou que moi-même, je sais pas, un jour j'ai un écart ou un truc. Il me rend sobre. Ce petit-là, il me rend sobre. Il me rend plus... Je suis vraiment plus terre à terre quand je suis avec lui. Et c'est une force, hein. Il est turbulent. Ah, il est turbulent. Il a de l'énergie ou quoi? Ouais, trop. Il en a beaucoup trop. Et souvent, on me dit, ouais, c'est les premiers, c'est comme ça. Il en a beaucoup trop. Il se vend Superman. Il est fan des Power Rangers. Il a même pas 2 ans. Il saute partout. Ma mère, quand elle le garde, elle pète un plomb. Tout le monde pète un plomb. Moi, j'ai déjà, par exemple, quand j'enregistrais l'album La 6ème République, vu que c'était pendant le confinement, des fois, je me retrouvais avec des studios tout seul avec mes délines. Mais j'ai le petit. Comment je fais? Ça veut dire, il est obligé d'être dans la cabine avec moi. On attend un moment où, vas-y, il est préoccupé par un truc. Et vas-y, on enregistre. Ah ouais. Parce que je le laisse tout seul avec mes délines. Il veut pas, il veut rester avec son papa. Ouais. Il pleure. Et même dans le morceau Lignac, dans le morceau Lignac avec ROC, si on entend bien tout au début du son, quand je dis cite mon 5 fois devant le miroir, on entend papa. Parce qu'il est dans la cabine, moi je commence à enregistrer, il dit papa. Et je mets ma main sur sa bouche et je continue un truc. Mon Steve, on fait bien attention, on augmente bien le son à fond tout au début du son. On entend papa. C'est un petit, non, Après, je dis les turbulents et tout, moi j'aime bien. Genre, que ce soit un petit qui, tu vois, dans son coin, il est waouh. Il aime tout comme moi. C'est même pas fait exprès, hein. Mais des fois, on dirait que c'est moi. Et après, j'ai eu la chance aussi d'avoir fait avec un enfant avec une mère comme il a, tu vois. Une mère comme le petit là, qui a quand même du respect entre elle et moi. Et qu'il n'y a jamais vraiment eu de conflit et que le petit, il grandit vraiment en harmonie. En fait. C'est équilibré. Tout est équilibré. Tout est équilibré. Tout est équilibré. Et non, le jour où il est sorti du ventre de sa mère, j'étais là. J'ai pété un plomb. Je sais pas, parce qu'il y avait des complications. Ce qui fait que quand la sage-femme, elle a sorti le bébé, direct, elle est partie. Elle est sortie de la pièce. Moi, je me retrouve avec la mère du petit comme ça. On se dit, wesh. Il n'y a même pas eu de bébé. Après, on le montre à la maman. Direct, elle est partie. Je dis, oh. C'est-à-dire, on est là, on a il y a une sage-femme qui vient me chercher. Ouais, venez voir votre fils. On me met dans une salle, tout seul avec lui. Et comme je croyais qu'elle, même pas, je crois, elle avait fait césarienne. Après, il fallait la recoudre et tout. Moi, on me met dans une pièce tout seul avec le bébé. Il y a 2 bébés. Dans la pièce, il y a 2 bébés. Mais je sais que lui, là, c'est à moi. Et le bébé à côté, il pleure. C'est-à-dire, je me retrouve tout seul avec un bébé qui pleure à côté. Et mon fils qui est là devant moi. Tu connais qu'ils viennent de sortir, ils sont tous fripés et tout. Et je suis là pendant moi. Ça dure au moins 20 minutes. C'est long. Je commence à prendre des photos. Et au début, c'est pas stylé un bébé au début. C'est-à-dire, je commence à prendre des photos. Je me dis, mais non. Wesh, mec. Et tu vois, il est là. Le petit, il sort du ventre de sa maman, il fait caca. Je suis tout seul, il du caca. Et puis, il est là, il
Il pleure pas, mais c'est ça que je kiffe, parce que le bébé qui venait sortir, il faisait que de pleurer. C'est-à-dire, je me dis, ah ouais, c'est peut-être un garçon qui va pas pleurer. On me monte dans une chambre, dans la chambre dans laquelle on va mettre sa maman. C'est-à-dire, je suis tout seul encore avec lui là-haut. La pauvre, elle, c'est-à-dire, elle a accouché, elle a vu son enfant au moins 1h30 après, 2h. Je suis tout seul avec lui. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je mets Michael Jackson. Je me dis, la première chose qu'il doit entendre, c'est Michael Jackson. Mais on me dit, ouais, ça se trouve, il entend pas. Je dis, mais tôt, il va sentir l'essence. Il va sentir le truc. Je mets du Michael Jackson. Sa mère, elle arrive. Je passe une soirée avec eux et je me dis, putain, je suis papa, c'est une dinguerie, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à être papa du jour où elle m'avait annoncé la grossesse jusqu'à l'accouchement. Je voyais le truc arriver, mais j'y croyais pas, en fait. Je me dis, c'est pas moi. Et moi-même, les gens qui me connaissent, ils disent, putain, t'es ouf, t'es papa. Genre, ils rigolent, ah, t'es papa. Les gens, ils disent, ah, t'es papa, ils rigolent. Parce que moi-même, ça me faisait rire d'être papa. Mais c'est lourd. C'est pas quelque chose que non plus c'est pas non plus quelque chose que quand j'ai appris que ça allait arriver, oh, j'étais vénère, quoi. Ouais. J'étais quand même content. Mais je voyais pas le truc venir. Quand le truc, il vient, tu dis, ah ouais, ok. Après, il y a le truc il grandit. L'éducation. Là, je suis en plein dedans. C'est-à-dire, je suis en plein à mi-temps, en plein dans le rôle d'un papa célibataire. Et c'est dur. Ah ouais? Quand t'es un petit comme ça, c'est dur. À quel niveau, surtout? De rester vigilant. Et je te dis que c'est... Quand il est sorti du ventre quand mes cousines, elles viennent à l'hôpital, je dis, ce petit-là, il est fou. Elles disent, oh, il est trop beau. J'ai arrêté de dire, il est beau. Il est fou. Elles me disent, mais toi, t'es un fou de dire, il est fou, tout ça. Je dis, vous allez voir. Je le voyais. Mais là, ce qu'il est en train de nous montrer, je dis, vous vous rappelez, le premier jour où il est sorti, je vous ai dit quoi? T'as une anecdote particulière par rapport à ça? Sa folie? Celle qui arrive en premier, là, le top 1, le top 2. Le top 1. La dernière fois, moi, je vais me laver. J'ai mis dans ma story sur Snap. Je vais me laver. Je l'espionne à chaque fois. Parce que c'est quand même... il aime les livres. Je fais, il ouvre un livre. Je suis là, je dis, lourd. Je vais me laver. Je vais dans la douche. Je dis, non. Je vais l'espionner encore 2 secondes. Hein. Je vois, il est encore sur le livre. Il me voit pas. Et je suis parti me laver. Je suis revenu. Il a retourné mon salon. Mais c'est en mode, lui, il a dû entendre que j'ai commencé à mettre le truc, l'eau. Ouais. Il a retourné le salon. Maintenant, je l'attrape. Mais c'est retourné. Mais c'est pas humain de faire ça. La seule chose qui était à la place, c'est la télé. Et je dis, Joe. J'appelle Joe. Joe, qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu veux pas crier sur un enfant d'1 an non plus. Parce que c'est de ma faute. C'est moi que je le laisse, tu vois. J'ai dit, tu fais des bêtises. Il me dit, oui. J'ai dit, t'es content de faire les bêtises? Oui. Tu veux la fesser? Non. Et il te regarde comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est trop, vas-y, son premier mot, c'est papa. Ça peut faire mal aux femmes quand son premier mot, c'est papa. Son premier mot, il a choisi son camp. Ouais. Il a, il aime beaucoup sa mère aussi. Hein. Il aime énormément sa mère. Il aime beaucoup sa cousine, Mila. Il appelle Nana. Nana. Mais quand Nana, elle est là, lui, c'est comme il regarde les Power Rangers. Il pense qu'à la bagarre. Il pense qu'à faire la bagarre. Il descend à la cité. Il veut se péter avec tout le monde. Et avec mon petit frère. Mon petit frère, il traîne toujours là-bas. Dan. Lui, il aime les motos. Son grand-père, du côté de sa mère, il est en moto. C'est-à-dire, lui, il laisse tomber. Le casque, moto, voum, voum. C'est-à-dire, il descend à la cité, on le met sur les scooters, voum, voum. Mais du fait qu'il traîne à la cité. Maintenant, moi, j'ai un petit frère, il était dans les délires. Quand il va dormir chez ma mère, il est avec mon frère. Il descend à la cité. Maintenant, lui, mon frère, il fait son business. Voilà, il y a son neveu avec lui. C'est pas un jour à la commission rogatoire. Le petit, il a même pas 1 an, il se retrouve dans les commissions rogatoires. Ah ouais. Des fois, je lui dis, mon gars. Dan, wesh. Dan, wesh. Des fois, le petit David, ça, il est là, je dis, gros. Il comprend pas ce que je dis. Je dis, gros. À l'âge que toi, t'es fiché. Dans les fiches. Mon frère, il a eu son jugement, tout ça. Il sort les photos de mon fils. Qu'est-ce que lui, il fait? Mais vous êtes sérieux, vous? Mon frère, il dit, mais c'est mon neveu, il descend à la cité. Il va pas rester à la maison, il est là. Mais
Je sais pas s'ils ont cru que mon fils était impliqué. Il est pas impliqué. Hey, faut leur dire à la caméra. Non, faut dire, monsieur le juge, madame la juge, mon fils, il est pas impliqué dans vos histoires. Hein. C'est un gentil garçon. Et il aime les Power Rangers et Spider-Man. Non, il est impliqué. C'est même pour te dire que le truc, il est trop... Le petit, il aime beaucoup, il aime tout le monde. C'est un petit là, il serait là, t'aurais pété ta tête. Il est là, il aurait joué avec tout le monde. Il est bien, il est... Comment dire? Il a la positive attitude. Il est un peu comme toi, en vrai. Ouais, humain, si. Ouais. Il est... Par exemple, toi, il est devant toi, tu vas faire comme si tu fais semblant de pleurer. Lui-même, il va pleurer, il va venir te faire un bisou. Mais après, tu vas rigoler, il va essayer de te péfra. Mais genre, il va te frapper, tu vas faire la boule, tu pleures. Lui aussi, il va se mettre à pleurer. Ouais. Je dis à mon gars, c'est pas comme ça. Hein. Si t'es violent à fond. Bien, si t'es doux, t'es doux à fond. Lui, il est entre les deux. Il est un peu comme moi. Il est un peu comme moi. Il est comment dire? Il a de l'empathie. À son âge, je remarque qu'il a beaucoup, même trop d'empathie. Il a beaucoup d'empathie. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand je prenais le métro avec mes parents, avec ma maman, quand je prenais le métro avec ma maman, et que moi, je suis quelqu'un de très souriant, et que je souris à quelqu'un, à une vieille personne, et que la personne ne me rendait pas le sourire, je dis, elle est méchante, elle. Mais lui, il est pareil. Il sourit à tout le monde. Quand il est dans la rue, il dit bonjour aux gens. Il dit aux gens, ça, c'est mon papa. Papa. Partout où on va, il est obligé de dire aux gens, papa. 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 Non, c'est lourd. C'est lourd. On va pas que tu kiffes, en tout cas. Non, c'est trop. C'est trop. D'accord. On va passer à l'anecdote suivante. Toi, c'était avec un de tes voisins, Philippe, que tu as d'ailleurs dédié un titre, Repose en paix Philippe, sur cet album. C'est quelqu'un qui est décédé, il me semble, d'une overdose. Philippe, c'est mon voisin depuis que je suis tout petit. C'était un mec rempli de conseils, de débats dans la vie de tous les jours. J'ai passé des soirées avec Philippe à fumer du shit dans mon bâtiment. Et toute mon adolescence, je fumais dans mon bâtiment. Je pouvais pas fumer à la maison, c'est-à-dire je fumais dans la cage d'escalier. Et avec un pote à moi qui s'appelle Alborz, et Philippe, il venait souvent nous rejoindre. Des fois, on l'esquivait carrément. Parce que c'était un mec qui... Il en savait trop sur trop de trucs. Et nous, des fois, tout ce qu'on voulait, c'était fumer nos joints, être défoncé, écouter du son, rentrer dormir, tu vois. Et Philippe, à chaque fois, il arrivait, il commençait à nous parler du Mossad, il commençait à nous parler des agents secrets, il m'a inspiré sur pas mal de chansons, par exemple le morceau Davidson dans Jock Rambo. Quand je dis tous les chemins mènent à Rome, mais tout vient de Washington. C'est une phrase qu'il répétait souvent, que tout vient de Washington, tout vient de la CIA, ceux qui gouvernent le monde, qu'il faut le nouvel ordre mondial. Il me racontait des trucs, moi-même, j'étais foncé tous les soirs. Il me disait des trucs, mais c'était même pas un mec qui traînait à la cité, tu vois, c'était un mec qui habitait dans la cité. Et c'est là où il y a le paradoxe entre les mecs qui traînent et les mecs qui y vivent. Quand il vit, t'es en relation avec les mecs de tous les jours. Il y a beaucoup de marginaux dans les cités, des gens qui vivent seuls dans des appartements, des gens des grands-mères qui sont toutes seules, tu les vois que sortir faire les courses, etc. Et quand tu vis dans le bâtiment dans lequel j'ai vécu, on se connaît tous, ça fait des années, des 20, 15 ans. Et Philippe, c'est un mec, je crois que je lui ai jamais dit que je rappais. Parce que c'est dans nos conversations, je sais qu'il m'aurait fait mal à la tête à l'époque. Ça veut dire, ouais, on parlait que de... En fait, c'était un mec qu'on laissait parler. Les Zoroastréens, je connais plein de trucs grâce à lui. Les Zoroastréens, tous les trucs des Incas. Non, mais c'était même carrément... Tout à l'heure, on parlait des princes. Le jour où on a fait les princes, vu que c'était chez moi, et comme il y avait du monde dans l'immeuble et tout, il y a un jour, il est sorti de chez lui, et il parle des astres avec Nekfeu. Il dit, il parle des astres. Je les regarde, je dis, oh, je dis à Nekfeu, t'es sûr? C'est que lui, là. T'as mal choisi, hein. Vous êtes là jusqu'à demain. Il me dit, non, t'inquiète. T'inquiète. Je m'arrache. Je tourne des scènes, je reviens, 30 minutes après, les deux sont encore en train de parler des trucs de la galaxie. Et je dis, waouh! C'est vraiment, et lui-même, il savait même pas c'était qui. Lui, c'est un mec. Il est déconnecté, en fait. Il est déconnecté, il est dans son monde, un marginal. Ouais, un marginal. Les gens de Chevaleret savent, c'est un marginal. C'est un mec,
Souvent, ouais, venez chez moi boire le café. Non, merci. Viens devant chez toi. Tu vois, c'était plus ça notre relation, mais c'était vraiment, vas-y, fumer dans le bâtiment, je le faisais vraiment 7 jours sur 7. Tu vois. Et des soirées avec Philippe, dans une semaine, il y en avait 2. Il y avait 2 soirées où Philippe, vas-y, avec Alborz, on se dit, ah, vas-y, viens, on le ski pas, vas-y, tranquille. Philippe, ça dit quoi, nanana. Et il s'est passé des affaires un jour. Philippe, il était proche de certains petits du quartier. Et un jour, Philippe, il répond pas au téléphone et tout. On l'appelle, il répond plus. Et il y a un petit qui escalade. Il regarde pas à la fenêtre, il voit Philippe, il est allongé chez lui. Il appelle les keufs. Les keufs, ils viennent le chercher. Après, tu connais, ça demande aux gens, ouais, qui l'a trouvé, qui veut témoigner. Tu connais, les gens, ils ont pas de temps à perdre. Enfin, ils veulent pas, tu vois, quand il y a un mort, souvent, c'est, après, il faut faire des dépositions, raconter tout. Je veux dire, tout le monde a pris la fuite un peu, tu vois, par rapport à ça. Surtout que c'est une mort douteuse un peu, tu vois. On sait pas vraiment, tu vois, c'est douteux, quoi, tu vois, pas. On va impliquer les gens, tu vois. Il est décédé le jour de son enterrement, apparemment, il y avait 2 personnes. C'est pas facile aussi pour les mecs comme ça. Hein. Les marginaux. Il a une autre vie. Et c'est une autre génération aussi c'est une autre génération qui c'est une autre génération au-delà de la nôtre pas avertie par rapport à certains dangers de la vie, des consommations, etc. Tu vois, il y en a qui vont donner du respect aux grands, qui vont t'envoyer acheter une canette. Il y en a qui vont donner du respect aux grands parce qu'il a fait 15 ans de reps. Il y en a qui vont truc. Non, le respect, on le donne à tout le monde. Et Philippe, il mérite le même respect que je donne à n'importe quel grand de la cité. Parce que c'est quelqu'un que j'ai vu depuis gamin qui s'arrêtait pour discuter avec moi. Même quand j'étais petit, tu vois. Il s'arrêtait pour discuter avec moi. Tu croises des fois des voisins, et ils disent même pas bonjour, tu vois. Philippe, c'était quand même un mec qui s'arrêtait pour discuter avec toi. Et en grandissant, ça veut dire que même le mec, des fois il est relou, mais tu dis, vas-y, il y a quand même de l'amour en lui. Et le jour où on a appris sa mort, c'est quoi? Philippe, tu crois pas au début? Parce que c'était quand même, quand il est mort, ça faisait quand même longtemps que je l'avais pas vu. Vu que j'habitais plus à la cité. Boum, un jour, on dit... Il y a des gens du quartier que ça a touché. Il y a des gens du quartier que ça a touché quand même. Plein de gens du quartier, ça les a touchés. Mais après, ça les a touchés, mais on vend pas non plus, ah, tu vois. Mais ceux qui l'ont connu, c'est... Parce que quand même, on avait des liaisons quand même avec lui, tu vois. Et il fallait lui dédicacer une chanson. Et qui de mieux que Chiche en featuring sur un morceau où on parle de Philippe, tu vois. Un mec du truc, j'aurais même pu le faire avec mon petit frère, le morceau, avec Rafistol. On va finir sur le dernier thème, la dernière anecdote. C'est l'obtention du disque d'or avec Jack Travolta. L'obtention du single de platine aussi avec Las Vegas. De single d'or avec Mon Survêt, avec La Squale aussi. Bon, à la montre qui devrait arriver dans quelques semaines aussi. C'est vrai que d'ailleurs, il y a un morceau où tu dis, c'est le premier morceau de l'album, tu dis je vous dis merci. Premier morceau de l'album où tu remercies les gens qui n'ont pas cru en toi, comme tu remercies les gens qui ont cru en toi. Il y a aussi le titre Interlude, où on entend ta tante parler, etc. Mais est-ce que tu as une anecdote qui illustre justement ce fait qu'à un moment donné, les gens n'ont pas forcément cru en toi et toi, tu étais seul face à, je vais pas dire à l'opinion, mais au reste. C'est le genre de mec de ton quartier qui dit le jour où vous sortez un album à la Fnac, je me coupe une couille. Ah, regarde, quelques années après, l'album il est dans les trucs de la Fnac. Le truc de sur la MZ, Joker il n'y arrivera pas. Et ben c'est un peu ça ma vengeance. Mais il y a des moments, est-ce qu'il y a des moments où tu as perdu confiance? Ou perdu la foi, appelle ça ce que tu veux. Où tu te dis, ah là, c'est quand même chaud. Ah là, peut-être que, c'est peut-être là, je sens que, bon. Tout souvent, c'est ça qui donne le stress, l'adrénaline. Faut quand même se dire, ah non, c'est bon, je suis dans le truc. Non. Je me dis jamais que je suis dans le truc. Je me réveille tous les matins comme quand je me réveillais il y a 10 ans dans ma chambre de chez ma mère. Le
Le jour où on pourra vraiment discuter, c'est quand, où j'aurai accompli quelque chose, c'est quand je serai dans un endroit où les murs, ils m'appartiendront, etc., tu vois. Là, aujourd'hui, je suis vraiment toujours dans une optique où j'ai pas fini. On a beau faire on a beau avoir des certifications, on a truc, la vie, elle est longue. La vie, elle est longue. La vie, elle est longue et elle est loin d'être finie. J'espère, du moins. C'est-à-dire, c'est plus, ça rajoute plus un stress. Ça rajoute un stress supplémentaire. Mais un bon stress. J'ai quelqu'un que j'ai plus qui disait la vie ne vaut pas d'être vécue si elle est pas stressante. Eh ben, c'est ça. C'est de se dire vas-y, je vais fermer la bouche aux gens par rapport à ce que je sais faire, sans manquer de respect à quelqu'un, en faisant ce que je sais faire, en faisant ce que j'aime faire surtout. C'est faire de la musique. Un sportif, il a quoi? Il a des médailles. Un artiste, il a quoi? Il a des certifications. Tu vois, il y en a plein, là, tu vois, Niska, Fianso, Soprano. Pour moi, c'est comme des médailles affichées. Koba, c'est comme des médailles affichées. C'est parce que il y a l'artiste aussi qui va vendre énormément il y a l'artiste qui va s'en mettre plein les poches, tu vois, mais qui va pas forcément avoir de certification, ou bien ces certifications n'ont pas de valeur. Comme un artiste qui, tu sais que, vas-y, il a travaillé pour avoir ça. Et moi, je pense faire partie des artistes où on se dit, ouais, il a travaillé pour avoir ça. Et je l'ai prouvé, je pense, avec Las Vegas, que ma musique, elle peut être, que je peux vous sortir un tube sans qu'on formate le morceau tube, que la musique, elle est naturelle. Et l'ayant fait en solo, ça a été, plus le combat est dur, plus la victoire est savoureuse. Tu vois, Elle a bougé. J'ai voulu le remixer. Tu vois, j'ai voulu remixer. Savoureuse, tu vois. Non, mais c'est, parce que je l'ai déjà fait en groupe. Mais il y a eu un gros feat qui nous a aidé à le faire. Les chiffres de stream, c'était pas les mêmes. Là, en solo, c'est vraiment, mes supporters qui ont dit, ouais, ok, mec. C'est vraiment mes supporters qui me disent, ok. On va te porter. On va te porter. C'est, parce que je le fais pas seul, moi. C'est une équipe. C'est une équipe. Et il y a des gens qui décident un jour de soutenir un artiste. Tu vois, c'est quand moi je fais ma musique, etc. Premier concert que j'ai vu, l'un des premiers concerts que j'ai vu, c'est The Weeknd au Bataclan en 2011, je crois. Je fais la queue, je suis avec Davidson, il m'avait offert les tickets parce que j'avais été tombé sur ses trilogies. Là, j'ai pété un plomb. Il était pas du tout connu en France, le mec, à l'époque. Et carrément, la salle, elle était même pas remplie, je me souviens. La plupart des gens qui étaient dans la salle, c'était des anglophones. Des gens qui venaient, des Américains ou des Anglais qui faisaient leurs études à Paris. Et souvent, il y a des concerts comme ça, de petits artistes. Et je vois les gens faire la queue pour The Weeknd à Paris. Et je dis à Davidson, mais un jour, les gens, tu penses vraiment qu'ils feront la queue pour nous comme ça? Et parce que moi, je rappais déjà à l'époque. Je me dis, wow, mais lui-même, The Weeknd, il est dans la loge là. Il se rend pas compte que nous, on est des Parisiens. Lui, c'est un mec du Canada. On fait la queue pour aller le voir. J'ai répété que ça, Davidson. On fait la queue parce qu'on n'a pas une culture de gens qui allons voir des concerts, tu vois. Ouais, bien sûr. On fait la queue pour aller voir The Weeknd. On fait la queue. Et je sais plus, c'était la Cigale ou le Bataclan. Et c'est ce genre de truc qui motive dans la vie. Ah, mais si il l'a fait, je vais le faire. Et quand tu arrives à le faire, tu dis waouh. À chaque fois que, par exemple, avant d'aller en concert dans certaines villes, je vois les gens faire la queue, c'est ce qui m'émue le plus. Genre voir les gens faire la queue. Pour toi? Ouais. C'est waouh. Et c'est ces mêmes gens-là qui streament et qui me ramènent hors. Tu vois? Et c'est ces genres de trucs qui font que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un enfant, je le nourris par rapport à ça. Ils se rendent pas compte, les gens. Ouais, moi, je fais ma musique, mais ma musique, elle aurait très bien pu ne pas dépasser la rive gauche. Mais on a fait de telle sorte à ce que ça rentre dans tes oreilles, c'est rentré dans tes oreilles, et toi, tu l'as propagé. Parce que je suis pas aidé, moi. Même ne serait-ce que même dans l'industrie du rap français. Je suis pas un mec aidé. Je suis un mec qui, moi, par exemple, j'aime tellement la musique que n'importe qui m'appelle pour faire un featuring. Si je trouve potable l'artiste et qu'humainement c'est un bon, vas-y, on le fait. Tu vois? Mais je sais que tout le monde ne réfléchit pas comme ça. D'où moi ma crainte souvent de demander des featuring. Et c'est pour ça que dans mes projets, moi par exemple, le plus gros artiste que j'ai eu, et je peux que lui dire merci tous les jours, c'est Alonso. Tu vois? Parce que c'est un mec que je connaissais pas et que on a fait un morceau et que l'humain, il m'a montré que vas-y, il y avait quand même un côté humain, même dans les personnes que tu connais pas déjà au premier abord. Tu vois? Et moi, j'ai cette crainte-là. Tu vois?
souvent même de demander des featuring, etc. Parce que vas-y, des fois les mecs ils te font galérer, ou ils te font tout simplement parce qu'ils veulent pas. J'ai l'impression que t'es tellement humain, Joker, que les codes de ce business, t'as du mal un peu mais c'est avec, parce que t'es pas vraiment raccord avec ça, en fait. Je suis pas en raccord du tout, ça. moi, avec donc, ce qui fait qu'après, t'es entre... Non, je suis entre les deux. Ouais. C'est-à-dire même l'histoire, par exemple, le rap français, je me sens vraiment, je respecte tout le monde. Tu vois, j'aime tout le monde. Enfin, quand je dis j'aime tout le monde, j'écoute pas vraiment de rap français, pour être honnête, tu vois. Mais je respecte, parce que ce que j'entends, il y a rien de dégueulasse, tu vois. Mais je me sens pas vraiment en osmose, connecté avec le reste. Et c'est sans me prétendre au-dessus des autres, parce que je ne le suis pas. On a juste à regarder les chiffres, mais je me sens pas en osmose, moi, avec la manière de réfléchir de beaucoup de gens dans l'univers du rap. Si vraiment on avait vraiment une vision, moi je pense que le rap français aujourd'hui il est loin, mais il serait 10 fois plus loin. S'il a une vision, elle était saine. Si la vision du truc, elle était saine. Si par exemple, quand tu regardais le track listing des artistes, tu voyais pas que les mêmes têtes. Aujourd'hui, tu regardes, pourquoi j'écoute pas le rap français, tu découvres plus personne aujourd'hui sur un track listing d'un artiste qui est connu. Tu vois. Moi, dans tous mes projets, moi, par exemple, dans Jacques Chirac, je fais même participer des supporters. Qui veut participer à mon album? Enfin, je concours, je fais gagner une meuf, un mec. Ou bien, par exemple, des fois, je tombe sur un mec, je kiffe de ouf. Eh, poto, viens, on va faire un son. Tu vois? Et, parce que je sais qu'on va en faire une belle musique. On est là pour faire de la belle musique. Je m'en bats les couilles, moi, et c'est peut-être pour ça que je suis un peu récompensé. Pourquoi? Parce que je pense, et je suis peut-être récompensé moi-même, peut-être moins rapidement que les autres, parce que mon objectif, c'est de faire de la belle musique. Je m'en bats les couilles, moi, de faire un featuring avec un tel parce qu'il stream tant, truc. C'est toujours un plus. Moi, tu ramènes un mec qui stream de ouf, mais ce mec-là, ou bien cette fille-là, on va faire de telle sorte, je vais faire de telle sorte à faire la plus belle musique que moi j'ai pu faire, et lui rapporter, essayer de faire de telle sorte à que cette personne fasse la plus belle musique qu'elle aurait pas fait. Tu vois. Et c'est cette vision que j'ai. Faire de la belle musique. Faire de la bonne chanson. Faire de la bonne musique. Parce que des fois, j'ai pas envie de regarder derrière moi et me dire, oh putain, j'aime pas son, oh putain, pourquoi j'ai fait ça? Ce serait le pire truc. De ne pas vraiment, être en accord avec ce que tu fais. Mais juste parce que t'as envie parce que tu rêves de la fame, en fait. On s'en bat les couilles de la fame. C'est-à-dire, je peux pas, faire le mec blasé, faire le mec hautain, je suis obligé d'être là à 200% à chaque fois que je suis là. Parce que je reçois énormément d'amour. Je reçois tu reçois de la haine, mais je préfère voir le côté positif, tu vois, à chaque fois. Donc, comme je suis un mec qui reçoit de l'amour, on n'a pas tous cette chance, tout à l'heure on parlait de Philippe, tu vois. On n'a pas tous cette chance de recevoir autant d'amour, donc autant, comme une éponge, truc, et l'absorber et le recracher aux gens. C'est ce que je fais tous les jours. Je pense que les gens l'auront bien compris avec cette interview. J'espère. Ce non-dit. Ok, merci à toi. Terrible, merci à toi, Cœur, ça tue. Merci Rapelite, merci Karim, merci toute l'équipe. Ça tue.